bonjour à prendre plaisir à l'informatique. On continue sur la présentation de Linux Mint avec, exemple, l'utilisation du menu qui est ici à gauche et avec l'accès aux logiciels qui sont contenus de base ou que j'ai installé de plus dans la Linux Mint Rafaela 17.2 que vous voyez ici. Donc, je vous avais montré qu'on avait installé Blender 3D. Avec Blender 3D, les films d'animation qu'on peut faire avec Blender 3D. Et maintenant, pour ce qui est des applications Internet, ici, messagerie Thunderbird, qui est comme, je pense que je vous l'avais expliqué ça aussi, qui était comme Outlook Express, mais via Firefox et non pas Internet Explorer. Donc, la section son et vidéo, administration, ce que je veux vous montrer, c'est concernant l'utilisation des disques. OK, exemple, moi j'ai un disque de 120 GB à l'intérieur de cette machine-là, et c'est pas énorme un disque de 120 GB, mais je ne suis pas obligé d'avoir un gros disque interne, parce qu'on doit toujours faire des sauvegardes à l'externe sur des médias amovibles, des médias, exemple un disque dur externe, ou des clés USB d'assez gros volume, pour garder nos documents au moins en double en cas de bris ou d'explosion de la machine. Il y a moins de danger qu'on ait de plantage de la mort avec ce qu'on appelle un écran bleu de la mort comme en Microsoft, en Linux. Il y a toujours moyen en Linux de récupérer facilement si vous auriez fait une gaffe incommensurable. Mais en réalité, une des gaffes que les gens font qui peuvent causer des problèmes de démarrage d'une distribution Linux, et ça, retenez bien ce que je vous dis là, parce que c'est vital et c'est la seule façon que vous pouvez vous mettre dans le trouble. C'est que si vous avez une mise à jour qui vous est suggérée, exemple par le petit bouclier en bas qui est bleu, là, OK? Et vous êtes en train, vous dites oui, vous avez mis votre mot de passe, on fait la mise à jour. La mise à jour est en train de se faire et rendu à un certain stade où est-ce que tous les paquets ont été téléchargés et que le système les applique, les installe avec une nouvelle configuration, exemple d'un nouveau noyau, un nouveau kernel qu'on appelle, et dont dépend aussi le gestionnaire de démarrage de la distribution Linux, mais que pour une raison X, vous ne vous souveniez pas ou vous n'avez pas porté attention, il est en train d'appliquer les changements et vous décidez, je ferme la machine. Si vous la fermez juste dans le mauvais temps, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça, bien là, vous risquez de vous retrouver plus de démarrage. Ça ne démarrera plus. Parce qu'il n'a pas pu appliquer ces choses. Ça, c'est vital que quand vous faites une mise à jour, assurez-vous que tout est en place, que tout a été effectué comme il faut. Et si vous fermez la machine ou redémarrez la machine, vous allez vous retrouver avec le démarrage. Comme d'habitude, vous n'en rendrez même pas compte. Mais la petite section, le petit espace, le momentum d'application des modifications suite à une mise à jour, si vous êtes donné à tomber dans le mauvais temps et que vous faites le mauvais move de arrêter la machine, vous pouvez vous mettre dans le trouble. Et vous avez toujours un message qui vous l'affiche. Si vous ne disposez que d'un seul ordinateur, vous allez vous ennuyer de votre mère. Si vous avez accès à un autre ordinateur, au moins vous pouvez être capable, via Internet, de rechercher selon ce qu'il vous dit qu'il y a de problème à démarrer. Et là, vous allez, vous le tapez simplement sur Google ou Startpage ou peu importe. La même chose que ce qu'il vous dit, vous prenez là en note sur un papier, puis avec l'ordinateur de votre mère, votre tante, votre oncle ou du voisin, recherchez ça sur Internet avec Linux Mint, mettons. Problème de démarrage de l'affaire Linux Mint. Okay? Et vous allez retrouver des gens qui peuvent avoir arrivé à faire sont arrivés à faire la même gaffe, finalement, dans le même temps, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs en Linux. Et que là, vous allez avoir la solution. Okay? Fait que prenez note de la solution
et vous pourrez l'appliquer sur votre machine et retrouver votre démarrage normal. Sinon, si vous n'avez vraiment rien à faire et que ça ne vous tente pas de vous casser le pompon, bien, étant donné que vous faites des backups de vos choses, bien, vous allez retrouver tout ce que vous aviez dans votre système, si votre backup est actuel, sur un disque externe ou sur des clés externes. Et de là, bien, vous dites, ah, ben, moi, je ne tente même pas d'essayer de réparer ça, je vais réinstaller ma Linux Mint. Hein. Bien, ça, vous pouvez le faire aussi. Puis là, vous réintroduisez vos documents à jour dedans, un coup qui est installé. Mais ça, c'est bon pour vous faire apprendre. Vous allez apprendre de cette façon-là. On apprend par nos erreurs. Hein? Et des erreurs, on en commet tous. Puis moi-même, j'en ai commis des erreurs dans ces... on est souvent pressé. Hein? Mais ça nous apprend, ça nous remet les pieds à terre un peu, puis on dit, OK, ben là, non, avant, je vais réfléchir avant de faire un geste qui pourrait être compromettant. C'est toujours important d'y aller de façon logique avec un système et surtout les backups. Mettez-vous ça dans la tête, que vous devez mettre vos choses, pas dans votre tête, mais dans un disque externe, si vous voulez les conserver. Les photos de bébé, là, ils risquent de ne pas revenir. C'est important que vous les gardiez en double et même dans certains cas en triple, dépendamment de ce qui vous attache à ces documents-là qui sont importants de ne pas perdre. Hein? Ça, c'est plate. C'est très plate que ça arrive. Il faut éviter ça. Ça, c'est la majeure partie de la population qui ne se soucie pas de ça. Ils devraient s'en soucier. Bref, l'analyseur d'utilisation des disques, ici, exemple, j'ai mon dossier personnel qui m'affiche. J'ai un disque de 120 gigs. J'ai à peu près rien dans mon dossier personnel parce que mon système y est installé à neuf. Je n'ai rien rapatrié dedans. Donc, je ne m'attends pas de voir des choses extraordinairement grosses pour remplir mon dossier personnel. Parce que finalement, 100% qui m'indique ici de ce qui est occupé dans mon dossier personnel n'est que de la taille de 588,4 MB. Donc, j'ai 88 029 éléments dans tout ça ici. Et il me le montre sous cette forme-là. Je peux l'avoir aussi sous cette forme-là. Et quand je pointe ma souris, exemple, sur la zone qui contient le plus de choses ici, ça me dit c'est les entrées, 260,2 MB, ici 260,4, ici 270, il me dit c'est quoi? Ça ici, c'est Firefox, qui est le cache de Firefox de 270. Pas juste le cache, finalement, qui est Firefox au complet. Ici, Mozilla, c'est encore Firefox. Et tous les dossiers, finalement, je peux voir la taille, ce qui est occupé sur mon bureau, qui est 231,9 MB. Mon dossier personnel, il est petit, il n'y a pas grand-chose dedans. Si je vais dans, ici, le slash de côté comme ça, c'est mes fichiers système. Et les fichiers système, là, j'ai plus de stock. Là, il me montre plein de choses. J'ai une arborescence écrite ici que je peux déployer. OK? Mais ici, il me montre, exemple, si je pointe là, c'est la section LIB, lib, qui est des fichiers système. Je ne suis pas obligé que vous sachiez c'est quoi exactement, parce que lui est 2,1 gigs. En réalité, c'est le système d'exploitation avec le USR qui correspond à 4 gigs. Ça veut dire qu'en réalité, tout le système GNU Linux Mint qui est installé sur cette machine-là, avec tous les logiciels et les mises à jour qui sont faites et tout ce qui est à l'intérieur qui contient le système, l'image de ce système-là prend 5,9 gigs, donc est composé de 159 800 éléments. C'est un peu comme quand, c'est ça, vous décortiquez finalement votre disque et tout ce qui est occupé dessus, vous le voyez simplement en pointant la flèche dessus, comme le cache d'Internet, le bureau et ainsi de suite. Fait que ça vous donne une vue, mettons, plus graphique de ce qui est composé, de ce qui prend la place dans votre système. Si je retourne sur le dossier personnel, exemple, à un moment donné, vous êtes rendu à 110 gigs d'espace de consommer
Au total, sur votre disque qui en contient 120, vous êtes à 10 gigs de l'avoir rempli. Dans un cas de le système Microsoft, vous seriez rendu là que ça ferait déjà un bon bout vous auriez eu l'impossibilité de défragmenter votre disque. Parce que quand il y a 15 de fragmentation sur un disque dur avec un système Microsoft, la défragmentation ne se fait plus. Et là, vous êtes dans le trouble. En Linux, il va être rendu des fois à 1 gig ou 2 gigs, et il va vous dire il vous reste juste ça d'espace, puis voulez-vous examiner. Vous examinez la section qui vous prend tant d'espace que ça, puis là, vous réalisez, exemple, c'est des vidéos ou c'est des photos. J'en ai 85 gigs. Bien, déjà là, vous avez un problème parce que vous auriez dû déjà les avoir pris et les avoir mis sur un disque dur externe parce que à moins que vous ayez envie de les perdre, la machine lâche, paf, problème électronique, problème mécanique, la carte mère, ainsi de suite. Bon. Mais bon, le meilleur système au monde, là, c'est l'électronique, c'est pas infaillible. Fait que, normalement, vous devriez pas avoir ça, ou ça doit vous rappeler, ah ben, il faudra peut-être, finalement, que j'en mette dans mon disque dur externe. Fait que là, vous procédez, vous en mettez dans votre disque dur externe et vous videz la place de tous vos dossiers qui prenaient de la place finalement inutilement, mais qui ne ralentiront pas votre machine. Linux va aller toujours aussi rapidement. Sauf qu'à un moment donné, il va vous dire, mon petit homme ou ma petite madame, il va falloir que tu en enlèves un peu parce que je manque de place de stockage. La pièce est pleine. Il me reste qu'il y a une petite chose là. Je peux plus. Mais la fragmentation n'existe pas non plus en Linux. Fait que vous ne vous cassez pas la tête. C'est pas parce que le système va se fragmenter et qu'il va avoir qu'il va connaître des ralentissements. Non, il ne connaîtra pas de ralentissement parce que le système de fichiers ne fonctionne pas du tout de la même façon. Mais si vous avez des documents qui sont là, qui traînent là, vous êtes mieux de les prendre et de les mettre en sécurité ailleurs. Et ça vous rappelle de le faire. Donc, dans cette autre section-là, sur administration, j'ai le KeroDoc là, que vous voyez ici. Là, ça, je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Bloqueur de domaine, c'est que vous pouvez, si vous voulez, bloquer des URL de certains sites. Exemple, vous ne voulez pas que vos enfants aient sur Facebook ou Twitter ou peu importe. Vous pouvez les bloquer, ils ne pourront pas y aller. Mais vous non plus. Ça fait que c'est trop long à expliquer, mais finalement, vous avez la possibilité directement à l'intérieur de la machine de le faire. Bon, le KeroDoc, la fenêtre de connexion, ça, c'est où est-ce qu'on on déconnecte de notre session, on se reconnecte. La communauté Linux a des fans des thèmes. Ils aiment ça, le look. Ils aiment ça, quelque chose de beau. Et il y a possibilité d'avoir des fenêtres de connexion, différentes fenêtres de connexion, même animées. Où est-ce qu'il y a un hibou qui vole, l'autre qui les étoiles filantes, tout ce que vous voulez, un train qui s'en va qui passe dans une ville, toutes sortes d'animations qui peuvent être là, puis vous avez aussi votre mot de passe, vous pouvez rentrer pour votre session, pour pouvoir vous reconnecter à votre session. Gestionnaire de logiciels, c'est avec lui qu'on installe justement les logiciels. Gestionnaire de mise à jour, gestionnaire de paquets synaptiques, on va y revenir aussi à lui. Imprimante, comme je vous ai déjà dit, c'est pas un problème. Si j'ai une imprimante qui est à quelque part autour de moi, dans la portée du signal Wi-Fi, normalement, quand vous venez d'en acheter une, exemple, il n'est pas loin, il la détecte et il vous installe les bons pilotes pour la faire fonctionner. Le moniteur système que je vais vous montrer, le moniteur système, c'est un peu comme quand vous faites CTRL-ALT-DELETE sur Windows, pour voir les processus actifs qui fonctionnent en arrière-plan et les ressources consommées sur votre matériel, processeur et mémoire RAM, ainsi de suite. Donc, nous, ici, on a beaucoup de processus qui fonctionnent, mais on pourrait en avoir encore beaucoup plus, puis ça ne dérangerait pas non plus, parce que la gestion des processus en Linux est géniale, elle n'est pas comme en Windows du tout. Fait qu'on pourrait avoir, j'ai déjà vu 250 processus en arrière-plan, moi, sur une machine AMD 64 avec un simple cœur, une machine qui date de 10 ans. Et
malgré tous ces processus-là qui fonctionnaient en arrière-plan, la machine, elle est très rapide, elle est très bien. Essayez pas 250 processus comme ça en Microsoft, elle va planter. Parce que la gestion se fait pas aussi intelligemment et efficacement qu'en Linux. Fait que moi, ce que je vois, ce qui consomme ici le plus, c'est Simple Screen Recorder. Lui, il consomme beaucoup parce que je suis en train d'enregistrer mon bureau. Tous les gestes et tout le graphique du bureau que je vous démontre, que vous voyez à l'écran, est fait avec ce logiciel-là. Et là, il me montre à mesure la consommation, à mesure qu'il enregistre, et ainsi de suite. Donc là, j'ai beaucoup de processus. Et si je vais dans les ressources ici, vous voyez, actuellement, j'ai 1,1 GB de consommé, donc 21,3 % de la mémoire RAM qui est de 5,3 GB sur cette machine-là, avec les 4 petits cœurs qu'on voit ici, puis la consommation du CPU. Donc, c'est la consommation du processeur. Et là, c'est normal que ça tire du jus, comme on dit comme ça. C'est à cause de l'enregistrement que je fais en temps réel de ce que je vous montre là. Donc ça consomme beaucoup. Mais encore là, ça ne consomme rien, finalement, versus Microsoft, parce qu'avec la même machine, si vous faites simplement démarrer sur le bureau en Microsoft, vous ne faites carrément rien, vous allez vous consommer minimum 1,1 GB et jusqu'à 1,3 s'il n'y a pas d'infection en arrière non plus qui fonctionne. Et ça consomme vraiment beaucoup plus de RAM en les processus Windows que les processus Linux. Fait que là, vous voyez ici comme votre gestionnaire de tâches, mais là, je suis en mode enregistrement, puis c'est pas une bombe comme machine non plus. Fait que les processeurs, ils font leur travail, ils travaillent égal, tout, regardez, là, c'est la façon, les oscillations des processeurs, ça va super bien. Et puis ça, c'est l'historique du trafic Internet. J'ai un pic à un moment donné, là, et si j'ouvre, exemple, Firefox ici, là, je vais changer sur la consommation, bien sûr. Là, je vais revenir ici à mon... vous voyez, là, autrement dit, j'ai 200 MB de plus de consommation, 300 même. Mais regardez, ça varie, là. Et mes processeurs, bien là, ils travaillent plus parce que Firefox, il fonctionne en arrière-plan et c'est de la consommation qui se fait. Mais ça, c'est tout à fait normal. Il faut que ça grouille, une machine. Tu sais, si on veut, c'est comme c'est une moto, une auto, un 4 roues. Il faut que ça vire un peu, hein, de temps en temps. Là, ça va là, à un moment donné, il faut ça va avoir du fun un peu, mais il faut que ça se dérouille, la patente, un peu. Là. Je ne dis pas de le défoncer, là, mais il y a une manière de... C'est fait pour rouler, il faut que ça roule, puis il faut que ça... C'est ça. Bref, ça vous explique pas mal ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ensuite de ça... ici, bon, il y a des outils vraiment normaux là, dans les applications, là, calculatrices et compagnie. Là, on était dans l'administration, statistiques d'alimentation, sources de logiciels, outils de sauvegarde, parce que justement, on peut sauvegarder ce qu'on a dans le système, puis ensuite, cette sauvegarde-là, on peut l'exporter aussi, ce qui est déjà très facile d'utilisation. Et là, dans les préférences, l'accessibilité, ce que je veux vous dire par rapport à ça, il y a des systèmes, il y a un logiciel qui s'appelle Orca pour les personnes qui sont non-voyantes ou presque non-voyantes. Donc, quand ils peuvent utiliser Orca, c'est comme un genre de clavier virtuel. Et il y a des touches, finalement, sur le clavier, ils sont capables de récupérer parce que si vous touchez à votre clavier, vous vous rendez compte qu'il y a des petites coches dessus. Là, puis il y en a même qui ont des claviers comme en braille. Là, et sauf que quand vous tapez une lettre, ben elle vous est dit, la lettre, sous forme d'une voix synthétique. Fait que c'est un logiciel qui vient de base dans Linux, justement, pour faciliter la tâche. L'affichage qui a rapport à ma taille d'écran, et ainsi de suite. Je fonctionne avec 2 écrans ou 3 écrans, ou peu importe. Je peux avoir des écrans miroirs, si je veux, ou un écran qui est différent, là, de ce que j'ai là. Plein de choses qu'on peut faire. Bon, l'alignement des fenêtres, les applets, c'est des choses que je vous expliquerai plus loin. L'application au démarrage, ici, c'est que je peux choisir qu'est-ce qui va démarrer dans la machine. Ce qui se fait en arrière-plan, ce qui se fait dans le dos souvent des utilisateurs de Windows, c'est que, comme là, moi, j'en ai 1, 2, 3,
4, 5. Bien, je n'ai 5 en réalité, bien, je n'ai désactivé un. J'ai 5 choses qui partent dans le démarrage, mais c'est des choses importantes. Comme le Kero Dock, c'est mon dock qui est en haut ici. Là. Moi, je veux qu'il démarre avec. Le contrôle Alt Backspace pour repartir ce qu'on appelle le générateur graphique du système, si jamais il y aurait un plantage quelconque parce qu'il y a un trouble avec le pilote graphique ou quoi que ce soit. Pour repartir le Xorg qu'on appelle. C'est pas important les termes comme tels, c'est parce qu'il s'appelle comme ça. Lui, je le laisse là, au cas où il y aurait quelque chose par rapport à ça. Les updates de Mint qui sont déjà dans le démarrage, fait qu'aussitôt que je démarre la machine, s'il y a un update à y avoir, ben, il va m'aviser par le petit bouclier en bas. Mint Upload Manager, c'est que c'est un outil pour transférer des fichiers. Là, il est à on. L'écran de bienvenue de Linux Mint, moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai accès déjà au forum et ainsi de suite. Puis, mais c'est des choses, quand vous démarrez la première fois, même sur une Linux Mint Live, qui vous offre, qui vous montre, et vous avez des liens qui vous amènent sur différents sites pour vous expliquer dans quoi vous débarquez ou vous embarquez. Et le support pour NVIDIA Prime ici que j'ai, parce que c'est une carte NVIDIA Optimus graphique dedans. Puis, elle est supportée par ce pilote NVIDIA-là. Dans bien des cas, on n'a pas ça parce qu'il y a des pilotes génériques qui sont fonctionnels avec les cartes normalement que dans la plupart des ordinateurs. Mais il y en a qui aiment mieux avoir le pilote parce qu'en réalité, il y a des pilotes libres et des pilotes non libres aussi. Moi, je préfère toujours les pilotes libres. Bref, il y a juste ça dans mon démarrage, là, et je peux l'enlever et je peux l'ajouter. Ça ici, c'est un outil aussi de personnalisation, puis vous avez accès à peu près à tout ici dans les paramètres du système. Il faut avoir des effets. Ça, c'est dans une nouvelle distribution Linux, exemple comme la Linux Mint, ne pas trop toucher à ça pour les effets, tant que les logiciels ne se sont pas vraiment placés dedans bien comme il faut. Mais parce qu'il y a des effets. De toute façon, si vous voulez les activer, il va vous avertir. Ça peut arriver à créer des petits bugs ou des choses comme ça. Rien de grave, mais c'est ça. Fait qu'on ne touche pas trop à ça. Les fonds d'écran qu'on peut choisir, qu'on peut mettre aléatoire, et ainsi de suite. Les polices de caractère, les thèmes. Exemple, c'est ça. Moi, le thème que j'ai mis là-dessus, c'est un genre de thème Tron qui s'appelle. Je peux y avoir accès par ça ici, dans les thèmes. Et ici, je peux ajouter et supprimer des thèmes pour bordure de fenêtre, icône, contrôle, pointeur de souris, bureau. Si je clique là-dessus, il y avait déjà rempli le cache qu'on appelle des thèmes qui sont disponibles. Il est allé les chercher sur les différents serveurs. Et je les vois ici. Ça, c'est dans les thèmes qui sont installés. J'en ai installé plusieurs. OK? Puis j'ai des thèmes disponibles en ligne ici. Dans les thèmes disponibles en ligne, bien, c'est ça, je les vois, là, ce que ça a l'air, ce côté ici, puis je peux en installer très facilement aussi, si on le verra plus tard, la personnalisation, vraiment, du look, ainsi de suite. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de thèmes. Vous n'êtes pas collé, regardez, vous pouvez même avoir un thème Windows 7 Basic Lite. Pour les nostalgiques, vraiment, là. Il faut avoir un thème qui ressemble à Windows. C'est un peu comme le couple qui se sépare. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et puis tout à coup, ça ne marche plus et puis le mec s'en va ou la fille s'en va. Puis à un moment donné, ben, ils ont de la peine, puis ils vivent leur deuil de leur conjoint. Puis à un moment donné, ils disent, ben, peut-être que je pourrais peut-être essayer de me refaire une vie. Il y en a qui font ça en l'espace de 24 heures, d'autres, ça peut prendre 10 ans. Mais, sauf qu'ils sont nostalgiques, puis ils sont nostalgiques, mais finalement, il y a de quoi qu'ils n'aimaient pas vraiment sur leur conjoint, qui fait qu'ils ne sont pas ensemble. Même qu'ils détestaient ça, qu'ils étaient suffisamment détestables pour qu'ils disent, ben là, dégage, là. Puis là, il se remmagasine un nouveau mec, et puis le nouveau mec, bien finalement, il ressemble pas mal à celle-là qu'elle venait de dégager, mais peut-être qu'il y a des petites différences. Donc finalement, on va en reprendre un pareil.
Puis ça, c'est la nostalgie du exemple de Windows. On en prend un semblable. Mais non, vous êtes peut-être mieux de changer pour très différent, sinon vous allez toujours tomber dans le même pattern, finalement. Bref, les prochaines émissions, on va développer encore plus pour ce qui est des systèmes GNU Linux, puis s'amuser un peu avec ça. Donc, merci de votre attention et bonne semaine à vous.